Et salut tout le monde, au micro c'est Victor et bienvenue sur cette chaîne. Donc première vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble en fait, on va faire une espèce de petite série de vidéos pour apprendre à programmer, principalement en C. Donc la base de la base, on va dire, ça s'adresse absolument à tout le monde, que vous soyez débutant total ou que vous ayez un petit peu de bouteille en prog, mais que vous avez envie de comprendre comment est-ce que ça fonctionne le C, etc. Ça va vraiment être pour tout le monde du coup. Je sais qu'il y a beaucoup de moyens d'apprendre le C aujourd'hui, puisque c'est quand même un des langages les plus utilisés encore à l'heure actuelle dans le monde, bien il ait commencé, je crois, dans les années 70. Euh, donc ouais, je sais qu'il y a beaucoup d'endroits pour apprendre le C, mais c'est pas forcément bien expliqué, enfin, même si globalement ça l'est, et de deux, je trouve qu'on rentre peut-être pas assez dans des trucs pour vraiment comprendre pourquoi est-ce que ça a été designé comme ça au niveau du langage, par exemple au niveau des headers, etc. Enfin bref, on va essayer de voir la base ensemble, et puis on va essayer de faire des petits trucs cool, notamment pourquoi pas des petits jeux ou des trucs comme ça. Donc, vite fait, avant de commencer, moi qui je suis Victor Gallet du coup. Je suis encore étudiant à l'heure actuelle dans une école d'ingénieur, donc à l'Engmin. C'est une école du CNAM, qui est en fait l'école nationale des jeux et des médias numériques interactifs, si je me dis pas de bêtises. Qui est une école donc du coup spécialisée dans le développement de jeux vidéo. Et moi je suis dans un cursus ingénieur qui est plutôt dédié à tout ce qui est interaction interaction numérique dans le sens un peu large, donc pas forcément jeux vidéo, mais globalement, enfin, c'est du développement, quoi. Et j'ai un petit peu de bagage en prog, enfin, ouais, grosso modo 3 ans que je fais ça de manière professionnelle. Donc, moi, je fais plus du dev, ouais, on va dire web au niveau pro, mais enfin pour l'instant en tout cas, mais ce que je préfère en fait c'est de coder en C, enfin c'est de coder des choses plus système on va dire, donc des langages un peu plus système, enfin globalement voilà C++, du Rust, enfin après des trucs un petit peu plus haut niveau comme du C Sharp ou même comme du JS, enfin bref, beaucoup de choses, du NIM aussi pourquoi pas. Bref, beaucoup de choses, mais revenons à nos moutons, puisque aujourd'hui on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut installer tout ce dont on a besoin pour commencer à coder en C. Et donc on va voir ça tout de suite. Il faut savoir une chose, c'est que la plupart du temps dans les vidéos ou dans les tutoriaux d'apprentissage sur le C, ils conseillent d'utiliser un I2, donc un environnement de développement intégré. Je crois que c'est ça l'acronyme. Donc style par défaut CodeBlock ou Visual Studio, des trucs comme ça. Moi j'ai toujours eu un petit peu une méfiance, enfin pas une méfiance, mais j'ai toujours considéré les idéaux comme des objets un peu trop haut niveau qui cachent beaucoup de choses. Et je trouve qu'on peut pas vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionne si on nous cache autant de choses dès le début. Après, c'est vrai que c'est une bonne manière de volontairement cacher des choses pour rentrer directement dans le langage en lui-même sans passer par tous les configs et tout. Mais moi, je trouve quand même que c'est assez important de regarder comment est-ce que les configs sont faites, pourquoi est-ce que sont faites comme ça. Surtout, c'est important quand vous allez commencer à faire des projets un petit peu importants, si jamais vous en faites, et pour pas se retrouver perdu, quoi. Parce que vous avez une erreur à un moment de linking ou enfin voilà, avec une bibliothèque, etc. Donc pour pas se retrouver perdu, je trouve ça assez important. Donc nous, on va voir vraiment la base de la base, quoi. Typiquement, là, vous allez avoir juste besoin d'une invite de commande avec les outils d'installer sur votre PC, et puis d'un éditeur de texte. Et voilà, c'est tout. Je veux dire, on va vraiment faire la base de la base. Pas besoin d'idéaux ou quoi que ce soit. Enfin bref, donc du coup pour commencer, je vous propose d'installer Chocolaté, qui va nous simplifier un petit peu la vie pour certains programmes qu'on va utiliser. Donc Chocolaté, c'est quoi? C'est un package manager sur Windows. Euh, donc ouais, cette série de vidéos va plus se focaliser sur
le développement, on va dire, sur Windows, bien que je vais utiliser des outils qui sont aussi disponibles sur Linux et sur Mac d'ailleurs. Donc si vous voulez, je ferai une vidéo sur comment set l'environnement sur Linux, sur Ubuntu ou Debian. Mais pour l'instant, je le fais sur Windows parce que je pense que c'est l'OS qu'utilise la grande majorité des personnes, on va dire. Donc voilà. Mais si jamais vous avez envie de savoir comment est-ce qu'on fait ça sur Linux, pour les plus grosses distributions, on va dire Ubuntu ou Debian, ça change pas grand-chose. Du coup, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis je tâcherai de faire une vidéo sur ça. Pour l'instant, on va se focaliser sur Windows. Donc j'ai installé une machine virtuelle exprès pour l'occasion pour avoir vraiment un Windows 10 basique avec absolument rien dedans. Si on peut regarder... tac, le bureau, ce PC, voilà, donc il n'y a rien du tout dedans, enfin c'est un truc qui est fraîchement installé, donc on va pouvoir regarder ensemble toutes les étapes dont on a besoin et tous les outils dont on a besoin from scratch, quoi. Donc depuis la base, donc on va s'atteler à installer Chocolaté en allant sur ce lien, donc je mettrai tout ça dans la description, pardon, ne vous en faites pas, donc chocolaté.org/install, et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va juste copier-coller ceci. Et ils nous disent install with CMD. Donc on va ouvrir une invite de commande. Donc vous tapez CMD, vous tapez juste la touche Windows, CMD. Et là vous allez faire CTRL SHIFT entrée. Ce qui va vous lancer en fait l'invite de commande en tant qu'administrateur. Sinon vous pouvez faire aussi un clic droit dessus et exécuter en tant qu'administrateur. Mais je trouve que c'est plus rapide en faisant CTRL SHIFT entrée. Et donc ça nous ouvre une invite de commande, cette bonne vieille fenêtre noire avec plein de trucs blancs décrits dessus qu'on va rapidement remplacer parce que c'est vrai que c'est assez peu lisible finalement. Et puis il y a des outils qui font mieux que ça maintenant avec un peu plus de couleur au moins. Et donc on va juste faire un clic droit, c'est pour, le clic droit en fait c'est juste pour coller dans l'invite de commande. Donc on récupère tout ça en faisant soit double-cliquant dessus, CTRL-C, hop, on va sur l'invite de commande et on fait un clic droit et on appuie sur Entrée. Et là, on va le laisser tout installer. Il va automatiquement modifier nos variables d'environnement pour tout installer, pour que ce soit tout nickel. Ça devrait durer un petit moment, je pense, ouais, 2-3 minutes. Ah non, c'est déjà fait, ok, impeccable. Donc là, si on fait Exit et qu'on rouvre une invite de commande, encore une fois en administrateur, et qu'on fait choco, ça doit être version classiquement. Voilà, on est en version 0.10, donc Chocolaté a bien été installé, et donc c'est cool. On a maintenant Chocolaté d'installer, donc tout va bien. Maintenant on va installer Commander, qui est en fait un outil qui permet de remplacer l'invite de commande Windows, ce qui n'est pas forcément pratique à utiliser parce qu'on ne peut pas par exemple facilement scroll dedans, on ne peut pas facilement effectuer des copier-coller, ça dépend en fait, il y a des fois on ne peut pas non plus faire de la recherche dedans. Donc si on veut rechercher dans toutes les commandes qu'on a tapées, ou dans tous les résultats qu'on a eu de programmes, etc., on ne peut pas le faire avec l'invite de commande Windows. Et puis on ne peut pas surtout utiliser les commandes Linux. Puisque moi j'utilise classiquement les commandes Linux parce que je trouve qu'en fait, vu qu'on peut les utiliser avec Commander sur Windows et qu'on peut les utiliser sous Linux, ça nous permet d'avoir un seul panel, on va dire, de commandes à apprendre. Ce qui est plus simple, donc par exemple le clear qui marche pas sur Windows, l'équivalence Windows c'est CLS, mais voilà, donc il y a plein de commandes qui sont disponibles sous Linux, et puis même on va pouvoir créer au cas où on a besoin, des scripts shell plutôt que des scripts bat, ce qui peut être un peu plus pratique et universel, on va dire, pour que tout le monde puisse utiliser nos outils juste en ayant un guide bash, un émulateur shell, on va dire, sur Windows. Donc globalement, moi j'aime bien utiliser ça, c'est quand même plus pratique. Donc pour ce faire, je vais aller peut-être un peu vite. On va aller sur GitHub, donc la plateforme de partage de code qui appartient maintenant à Microsoft. On va aller sur le GitHub de Commander, donc encore une fois ce sera dans la description. Donc c'est commanderdev/commander. Là on va cliquer sur
release, donc il y en a 20 pour l'instant, et on va prendre la dernière version, donc je pense que ce sera peut-être mis à jour d'ici ce que vous regardez la vidéo. Pour l'instant on est en version 1.3.6, ça changera pas grand chose. Donc vous allez pouvoir prendre le commander.zip, ça doit être celui-là, et l'enregistrer. Donc il fait 100 MO. Donc en fait on peut installer Commander aussi par Choco. Seulement on n'a pas la dernière version, parce que il me semble qu'avec Choco c'est la version 1.1, je crois, quelque chose comme ça. Et donc quitte à installer un outil, autant prendre la dernière version. Enfin ça peut être pratique. Avec Choco on va installer notamment on va installer CMake, on va pas installer non plus GCC, tout la toolchain qui permet de compiler le langage C. Mais tout ça en fait j'y reviendrai. Là je parle pour ceux qui sont néovices, vraiment complètement néovices. Là je dis beaucoup de termes, mais on viendra sur leur signification et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, quoi. Vous en faites pas. Pour l'instant on installe juste les outils. Mais oui, Chocolaté, ça permet d'installer tout et n'importe quoi. On peut même installer GIMP, on peut vraiment installer un peu tout et n'importe quoi. Je vais vous montrer d'ailleurs comment est-ce que ça fonctionne en attendant. Donc il faut toujours lancer un administrateur par contre quand on veut installer quelque chose. Et donc vous pouvez faire par exemple un Choco Search GIMP justement, pour regarder comment est-ce que il s'appelle dans sa page. Donc là il s'appelle juste GIMP. Et après si vous voulez l'installer, on va installer GIMP. Allez hop, vous faites Choco install et GIMP tout simplement. Avec un tiret Y en fait ça permet de passer les vérifications, parce qu'il va vous demander d'appuyer sur Y à un moment. Enfin on va l'installer sans le tiret Y pour que vous puissiez comprendre. En attendant, Commander s'est installé, donc c'est génial. Donc là, il télécharge en fait l'installeur de GIMP officiel en version 2.10. Donc je sais absolument pas quelle version actuelle est dispo pour GIMP, mais en tout cas, la version que Chocolaté a, c'est la version 2.10.6. Et donc en fait il l'installe il télécharge l'exécutable. Après il vous demande d'appuyer sur Y pour si vous voulez bien installer le machin. Vous appuyez sur Y et puis il vous installe tout sans souci, en faisant automatiquement l'enregistrement des variables d'environnement s'il y a besoin. Donc ça c'est plutôt cool. Nous on va regarder Commander, du coup on va le dézipper. Donc on dézippe tout ça là, il n'y a pas de souci. Surtout que maintenant il n'y a plus besoin de télécharger un programme de dézippage, puisque depuis Windows 10, je suis pas sûr que s'il y avait dans Windows 7, mais on peut dézipper les points zip relativement simplement. Donc ça va prendre un petit moment. Et lui aussi, donc on va le kill. Donc pour kill n'importe quoi, vous faites CTRL-C dans l'invite de commande et généralement ça kill ce que vous êtes en train de faire. On va commencer aussi à télécharger du coup MinGW en version 64 bits. Donc MinGW en fait c'est quoi? C'est la toolchain qui permet de compiler du C qui est aussi disponible, qui est cross-platform en fait. Donc c'est disponible à la fois sur Mac, sur Linux et sur Windows. Généralement sur Windows on utilise le compilateur officiel de Windows qui est CL, si je ne dis pas de bêtises, qui est inclus dans Visual Studio en fait. Quand vous téléchargez Visual Studio, il vous installe automatiquement le compilateur. Le problème en fait que je trouve, c'est que même si c'est le compilateur qui est le plus optimisé sous Windows, il n'y a pas de souci pour ça, c'est-à-dire qu'il vous fait les programmes les plus petits au final, les plus compressés en fait. C'est un compilateur qui est assez lent dans le sens où la compilation, si c'est des petits programmes, ça va. Mais quand vous faites des programmes un petit peu gros, ça prend du temps de compiler, alors qu'avec MinGW, on va utiliser un outil qui est un build system, donc en fait qui est un générateur de fichiers qui permet de compiler plus vite, qui s'appelle Ninja, et vous allez voir que c'est quasiment instantané en fait, en tout cas pour des petits projets. Pour les gros projets c'est extrêmement rapide aussi. C'est l'outil qu'utilise par exemple Google pour compiler Chrome.
Donc à chaque fois pour build de Chrome, ils utilisent Ninja. Et avant, ils avaient un autre système qui s'appelait Jeep. Là où ils mettaient 50 minutes avec Jeep, ils en mettent plus que 20 minutes avec Ninja. Donc voilà, c'est quand même assez rapide. Bon, après Chrome, c'est un projet qui est vraiment très très gros. Donc il faut comprendre que 20 minutes, c'est pas si lourd que ça pour Chrome. Sachant qu'en plus, eux, ils buildent ça sur des serveurs. Donc c'est quasiment instantané. Enfin, c'était très très gros PC quoi. Mais pour nous qui allons faire des projets un peu plus petits que Chrome quand même, vous allez voir que c'est quasiment instantané. Donc c'est assez pratique pour ça. Où est-ce qu'en est la décompression de ça? Elle en est là. Donc on va tout simplement télécharger MinGW. Donc pour le télécharger, en fait, il faut... Mais là, encore une fois, le lien sera dans la description. Il faut aller sur sourceforge.net, qui est un peu pareil que GitHub, en fait, qui est une plateforme en ligne qui permet de partager du code. Donc je vous filerai le lien dans la description. Et puis après, en cliquant juste sur le download, on télécharge un exécutable qui va nous permettre ensuite d'installer tout ça. Alors, on va cliquer sur Next. Donc l'avantage en fait de l'installer directement par SourceForge, c'est qu'on a accès à sa version 8.1. Donc si nous on va faire du C, ça nous intéresse peut-être pas forcément parce qu'on va surtout faire du C dans sa version 99, donc qui est une vieille version maintenant. Même avec GCC en version 4.2, il me semble qu'on a la version 99, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais si jamais plus tard vous voulez faire du C++, et notamment du C++ 11, 14, 17 et même peut-être voire 20, c'est énorme. Enfin, ces versions de langage ne seront pas... sont pas dans la version GCC, disponible avec MinGW dans sa version 4.2. Donc, c'est quand même vachement mieux d'avoir une version qui est la plus à jour possible au niveau du compilateur, je trouve. Puisque, je vais vous montrer ça, hein, mais si vous l'installez, tac, si vous l'installez avec Chocolaté, parce qu'on peut l'installer avec Chocolaté. Et je vais vous montrer la version. Alors, tac. Parce qu'on peut l'installer au GCC, qui est le compilateur, en fait, comme je vous expliquais. Et MinGW, voilà, il est en version 5.3 sur Choco, donc avec GCC qui est en version que 4.8 si on veut juste installer GCC ARM pour processeur ARM. Mais MinGW est qu'en version 5.3, donc c'est un petit peu dommage, sachant que oui, c'est quand même pratique d'avoir la dernière version, d'avoir tout le temps la dernière version. Donc on va revenir à l'étape d'installation. Donc ça, on va absolument pas toucher, si ce n'est qu'on va changer l'architecture, parce que le i686, en fait, c'est une installation 32 bits. Et maintenant, la majorité des PC sont 64 bits, donc on peut installer en 64 bits, il n'y a pas de souci. On va garder les threads POSIX et puis les exceptions SEH. Pour nous, ça ne changera pas grand-chose, puisque je pense qu'on va pas faire de thread avant un petit moment en plus. Mais on va garder ça par défaut. Et moi, j'aime bien installer tout ça, enfin tout ce genre de trucs à la racine de C, où je me fais un dossier qui s'appelle Tools. Donc c'est une préférence personnelle en fait, mais vous pouvez installer ça un petit peu où vous voulez. Mais j'aime bien installer ça dans Tools. Et ça devrait être bon. Et je me rends compte que la vidéo fait déjà quasiment 20 minutes. Beaucoup de blabla. Et on n'a pas encore installé tout ce dont on a besoin. On va installer également Visual Studio Code. Par contre, ça, on peut l'installer avec Commander, il n'y a pas de souci. Donc, on va en profiter pendant que ça installe ça. Donc, Visual Studio Code, en fait, c'est un éditeur de texte un peu plus, on va dire, puisqu'il y a pas mal d'options qui sont intégrées pour avoir plein de raccourcis, clavier, de l'autocomplétion, du debugging, etc. Même si nous, on va l'utiliser comme un éditeur de texte classique. Je pense que c'est peut-être d'ailleurs le plus facile à prendre en main quand on est débutant. Donc je crois que c'est VS Code, hein. Si je dis pas de bêtises, on va mettre un -Y. Parce que c'est extrêmement simple en fait. C'est juste
un soft qui permet d'ouvrir des fichiers, quoi. Voilà. Et on n'a pas besoin de plus, même si on va installer l'extension C++ juste pour avoir l'autocomplétion. Donc l'autocomplétion, c'est quoi? C'est quand vous commencez à taper un nom d'une fonction, par exemple, il va automatiquement détecter toutes les fonctions qui commencent par ce nom et vous les proposer. Donc c'est juste quelque chose qui permet d'aller plus vite, en fait, quand on code, mais typiquement, normalement, on n'en a pas besoin. C'est juste un outil pour augmenter sa productivité, quoi. Mais qui est assez pratique. Mais du coup, oui, il y en a plein des éditeurs de texte. On pourrait même faire ça sur le Notepad++, sur le Notepad, le bloc-notes de Windows. Moi, j'aime bien utiliser Vim depuis pas très longtemps, qui est assez vieux, mais qui marche très bien. Et quand on commence à comprendre comment est-ce que c'est foutu et les raccourcis clavier et tout, c'est assez rapide, assez pratique. Mais moi, ce que j'aime bien généralement, c'est des éditeurs de texte qui ont pas beaucoup de boutons, qui n'ont pas beaucoup de trucs, et qui se focalisent vraiment sur on va dire le cœur, le cœur de leur métier, quoi. Enfin, c'est-à-dire éditer du texte, tout simplement. Et donc, maintenant, Visual Studio Code devrait être installé. Donc, en cherchant code, on devrait l'avoir. Ouais, nickel. Donc, on l'a bien. Et avant de le lancer, je regardais où est-ce qu'on était Commander, puisque c'est vrai qu'on avait ça aussi. Et donc, il l'a décompressé dans téléchargement. C'est pratique. Ok. Donc, on va prendre ce dossier Commander, on va le couper, coller, donc CTRL-X pour le couper. Et on va le placer du coup dans le dossier hop, Tools. Ah, et puis lui, il l'installe à la racine. Ah, j'avais pas prévu ça. C'est pas très grave. Ah non, mais c'est nickel en fait. C'est juste le install qu'on pourra virer. Enfin, c'est pas très très important en fait ça. Ok. Et maintenant que Commander est installé dans C/tools/commander, on va juste récupérer ce chemin. On va faire un CTRL-C. Et puis, on va relancer un CMD. Même si typiquement on n'en aurait pas besoin. Et on va taper 6dm.cpl qui permet en fait d'arriver à... C'est un espèce de petit raccourci qui permet d'arriver aux propriétés système, sinon il faut aller dans panneau de configuration, etc., etc. Enfin, ce qui est un petit peu long. Donc moi j'aime bien ce petit raccourci. Et on va éditer une variable d'environnement qui s'appelle path, donc chemin. On va cliquer sur modifier. Donc vous n'aurez peut-être pas cette fenêtre si vous êtes sur Windows 7. Sur Windows 10, ils ont fait un truc un peu plus propre qui permet d'ajouter plus facilement des variables d'environnement, enfin des chemins. Donc là, on a juste à copier-coller ctools commander. Si jamais vous êtes sur Windows 7, il faut que quand vous cliquez sur modifier, en fait, il va vous vouloir modifier toute la chaîne. Il faut juste que vous rajoutiez un point-virgule et que vous faites un CTRL-V. Donc vous rajoutez un point-virgule à la fin de la chaîne et vous ajoutez du coup le C/tools/commander. Voilà. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir maintenant, si on ouvre une invite de commande et qu'on tape Commander, d'avoir Commander qui s'ouvre. Donc, ce qui est assez pratique, je trouve. Mais bon, enfin, typiquement, on pourrait juste aussi le lancer assez classiquement en tapant Commander maintenant, puisqu'il est installé sur le PC. Mais il n'est pas dans les raccourcis. Ok, c'est pas très grave. Du coup, Commander, ouais, c'est une invite de commande, donc c'est exactement la même chose, sauf qu'on peut utiliser les commandes Linux, donc par exemple le clear, par exemple le ls, qui est assez pratique, même si, voilà. Donc le ls avec toutes les options qu'il a, donc c'est pour lister tous les fichiers, tous les répertoires, enfin un petit peu tout. Il y a une coloration syntaxique qui permet de, par exemple ici dans le ls, en bleu c'est les dossiers et en blanc bah, c'est les fichiers. Donc ça permet de s'y retrouver un petit peu plus rapidement. ls-la ça permet de lister aussi les droits, d'avoir un petit peu tout, la taille des éléments. Donc c'est en octet, en kilo-octet pardon, de base. La date à laquelle ils ont été modifiés, enfin un petit peu tout. Donc c'est assez pratique. Et on peut ajouter des raccourcis clavier, etc. en allant dans Settings, notamment.
Et moi notamment j'ai un... Hop, puisque en fait dans les settings, si je vous montre, on peut exporter des settings et on peut aussi en importer. Et donc moi j'ai l'habitude d'utiliser les miens que vous pouvez aussi utiliser. On va se rendre dans Tools. Donc 2 points, c'est pour revenir en arrière. Donc en fait CD, pardon, c'est Change Directory. Pour ceux qui savent absolument rien au niveau système. Donc si là je suis actuellement sur le chemin suivant. Je suis sur c/user/vic03. Si je fais cd 2 points, je serai maintenant dans le répertoire parent. Donc c/user. Si je fais encore cd 2 points, du coup je vais me retrouver dans C. Et si je fais un ls-la, je regarde que dans C, bah, j'ai tout ça de disponible, dont notre dossier tools. Et maintenant, si je fais un cd/t et tab, en fait, tab, c'est pour lister tous les dossiers ou les fichiers qui commencent par ça. Donc là, en l'occurrence, comme il n'y a qu'un seul dossier, si je fais tab, il me l'auto-complète directement. Mais imaginons que je fais p, que je fais tab et que je refais tab plusieurs fois. En fait, il va me lister tous les chemins possibles avec p. Donc, qui permet ensuite après de pouvoir dire, par exemple, si c'est, je sais pas, perflog, vu que c'est le seul qui commence par PE et que je refais tab derrière, il va automatiquement me retrouver perflog. Donc voilà, c'est un petit peu pratique. Et clear qui est la commande pour tout supprimer et avoir quelque chose de plus lisible, de plus clair, quoi. Donc nous on va aller dans le chemin tools. Donc là où on a installé notre commander et notre min-gw. Et d'ailleurs on va pouvoir supprimer avec la commande rm-rf. Bon, rf c'est pour supprimer les fichiers de manière récursive. Donc c'est à dire que si vous avez un dossier avec des sous-dossiers et des fichiers dedans, en fait il va tout supprimer, quoi. Donc on va supprimer min-gw-64.url et min-gw-w64.bat. Là si on refait un ls-la, on peut voir qu'ils y sont plus. Et on va aussi supprimer du coup le uninstall.exe et le uninstall.ini. Comme ça, on a quelque chose de bien clean avec juste 2 fichiers dedans, commander et min-gw64. Donc ça, en fait, c'est le 2 points, ça veut juste dire que c'est l'accès au répertoire parent. Et le point, c'est l'accès au répertoire en cours. Par exemple, si je fais un cd point, en fait, je ne change pas de répertoire. Parce que je suis dans le je lui demande en fait de changer le répertoire pour aller dans le répertoire en cours. Donc en gros, ça, c'est exactement la même chose. Et donc, on va pouvoir aussi lancer une invite de commande en administrateur pour pouvoir utiliser Choco. Quoique, il me semble que j'ai Git qui est installé automatiquement avec Commander. Ouais, cool. Cool. Ouais, Commander installe Git par défaut aussi. Donc ça, c'est plutôt pratique. Bah oui, forcément, vu qu'il installe un Git bash et un Git shell. Donc maintenant, on va pouvoir récupérer mon fichier de config perso en faisant un git clone https. Donc il est sur GitHub à l'adresse suivante github.com/lcantor/config. Je crois que c'est config commander. Je crois que c'est ça. Cool. Donc maintenant, si on va dans config commander et qu'on fait un ls-la, on a bien un fichier qui s'appelle configcommander.xml. Et du coup, on va pouvoir aller dans les settings et pouvoir faire un import. Allez, dans C tools, config commander et récupérer le configcommander.xml. Voilà, nickel. Donc en fait, moi, ma configuration de commander, elle est assez classique, on va dire. C'est juste que j'ai c'est un petit peu moins opaque, on va dire, au niveau de la transparence. Et j'ai surtout plus de barres en dessous, c'est une barre de raccourci. Sachant que si je fais un clic droit ici, j'ai quand même accès aux settings au cas où. Ici, le bouton plus permet toujours d'ouvrir quoi que ce soit. J'ai l'heure du système qui est activée. Tout est en plein écran en fait, donc ça permet
d'avoir moins de choses affichées sur le PC et de pouvoir se concentrer plus sur les tâches précises. Donc plus avoir la barre Windows, etc. J'ai un indicateur ici qui m'indique si mes caps lock, donc c'est-à-dire la majuscule est activée ou pas, si je suis en screen lock ou pas, enfin en scrolling lock ou pas. Ici c'est la ligne et l'index, si je dis pas de bêtises. On va faire un test en ouvrant avec Vim. Donc il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la colonne et ça, c'est la ligne. Donc, par exemple, ici, mon caractère est situé à la 11e colonne de la première ligne. Donc, voilà. C'est une configuration un petit peu pratique. J'ai notamment des raccourcis qui sont pratiques, comme par exemple CTRL-T qui permet d'ouvrir une autre invite de commande. Je peux, par exemple, mettre ici. On peut la splitter pour dire 50% à droite. Donc là, ça m'ouvre une autre invite de commande sur la droite à 50%. Et puis après, on peut les modifier au niveau de la largeur. Donc voilà, ça c'est assez pratique. Et puis CTRL-N, ça en ouvre en fait une autre, mais dans un nouvel onglet. Et après, on peut faire CTRL-1, 2, 3. Enfin, là en l'occurrence, j'ai 3 invites de commande, donc je peux switcher entre chaque. Exactement en fait les mêmes raccourcis qu'il y a sur Chrome par exemple, quand vous avez des onglets. Donc moi j'ai mis les mêmes. Et si on fait CTRL-W, on kill les onglets. Donc voilà, donc là par exemple j'ai killé tous les onglets, j'ai plus de commandeur d'ouvert. Donc voilà, je trouve ça assez pratique. Et puis on a notre Visual Studio qui est installé. Visual Studio en fait quand on peut l'ouvrir avec Commander directement. D'ailleurs ce serait pratique que je fasse un raccourci Commander au niveau de Windows. Je vais vous montrer comment on fait ça. C'est assez rapide. Parce que sinon il va galérer à le chercher à chaque fois. Donc voilà, Visual Studio Code, ça se présente comme ça par défaut. Donc ici, on a l'explorateur de fichiers. On peut ouvrir un dossier pour récupérer tous les fichiers qu'il y a dedans. Enfin, on verra ça dans la prochaine vidéo, parce que là, ça commence à être un petit peu long. Et puis on a installé finalement tout ce dont on a besoin globalement, grosso modo. Donc on essaiera de voir ça dans la prochaine vidéo. On va commencer à coder. Faut juste aussi qu'on mette le bin, donc avec tous les programmes en fait de MinGW64 en tant que, enfin dans la variable d'environnement pass, comme ça on pourra l'utiliser directement depuis l'invite de commande. En fait, je vous montre le principe, c'est tout simple à comprendre en fait en tout cas. C'est que là, par exemple, on voit qu'on a un programme qui s'appelle gcc.exe. Et si je fais gcc.exe, ça ne marche pas. Je suis obligé d'aller prendre tout le chemin, faire slash et gcc.exe, et là, il me le reconnaît. Là, il me reconnaît le programme, etc. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est avoir juste à taper gcc, et c'est tout en fait. Juste taper gcc et qu'il me le reconnaisse automatiquement. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. Soit on fait un lien vers ce chemin, donc avec mklink. Donc on peut faire mklink gcc. Donc à chaque fois qu'on tapera gcc, pardon, lui il ira chercher gcc.exe. Donc il faut lancer ça en administrateur. Donc je vais vous montrer ça. En ouvrant un nouvel émulateur du coup en administrateur. mklink gcc. Le chemin gcc.exe. Donc ça on peut le faire. Maintenant si je tape gcc-v, normalement ça devrait fonctionner. Enfin bref, bon là ça fonctionne pas. Mais grosso modo la bonne version qu'il faut faire, c'est d'aller dans les variables d'environnement, donc exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure, et d'aller changer celle qui s'appelle path en allant lui ajouter une nouvelle qui est en fait le dossier bin. Donc en gros, n'importe quel programme maintenant qui est situé dans le dossier bin, donc gcc, ld, enfin gprof, n'importe quoi en fait, on va pouvoir y accéder de manière plus rapide. Donc il faut juste qu'il l'invite de commande en cours pour la relancer, pour qu'il prenne les paramètres en compte. Et maintenant, quand elle sera lancée, si on tape gcc, on a bien le raccourci qui est créé. Donc
Donc c'est plutôt pratique. Ça permet de... Voilà, de ne pas avoir à chaque fois à écrire le chemin qui est un petit peu long. Donc là, hop, juste GCC et ça marchera. Donc voilà, 35 minutes, c'est un petit peu long. Je pensais que ça allait être beaucoup plus court, mais voilà, j'espère que c'était pas trop long pour vous non plus à suivre. La prochaine fois, on va regarder du coup en détail comment est-ce qu'on peut écrire notre premier programme, le compiler, comprendre qu'est-ce que la compilation du coup. Et puis voilà, je pense que la vidéo elle devrait être un petit peu plus courte. Mais pour l'instant, on a besoin juste de ça, juste de Visual Studio Code. On va regarder comment est-ce qu'on peut le paramétrer aussi, Visual Studio Code. Et puis si vous voulez installer un thème, etc., je vais vous montrer comment ça marche. On va écrire un simple programme qui va afficher juste Hello World, un truc assez classique, ou Toto, ou n'importe quoi, en C, en le compilant et avec GCC du coup. Et puis voilà, on va écrire notre premier programme en C dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, beaucoup de choses. Enfin, pas tant de choses que ça, mais c'était plus de la configuration qu'autre chose, donc c'est un petit peu long. Et puis si vous n'avez pas compris des étapes, n'hésitez surtout pas à l'écrire en commentaire. Je ferai en sorte d'expliquer ça plus simplement si c'était pas assez simple. Si vous comprenez pas à quoi servent les outils qu'on installe, surtout n'hésitez pas non plus à l'écrire. Je vous répondrai. Enfin, j'essaierai d'expliquer quelles sont leurs utilités et pourquoi on en a besoin en fait, tout simplement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à poser des questions, surtout quand on commence. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre. Enfin, il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Je sais que à chaque fois qu'on commence un domaine où il y a beaucoup d'informations qui arrivent d'un coup, ça peut être intimidant, ça peut être très compliqué, mais au final, c'est absolument pas compliqué. Il y a vraiment rien de compliqué, c'est juste très logique. Donc, il ne faut pas hésiter à demander si vous avez des questions. Et puis je tâcherai d'y répondre du mieux que je peux. Du coup, voilà. On se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo, je pense courant de semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Vérifiez que tout fonctionne bien au niveau des outils que vous avez installés. Et puis à la prochaine. Salut!